Paulina Panasenko, vous restez avec nous, bien sûr. Vous allez voir, 2 journalistes internationaux vont nous rejoindre dans un instant pour traiter de sujets d'actualité. Mais d'abord, on va faire un petit détour, un petit retour justement à Saint-Étienne, cette ville où vous avez grandi, une ville qui a bien changé, comme on va le constater avec notre archive du jour. Il suffit d'1 minute et tout s'écroule. Il était 13 h exactement tout à l'heure quand la fameuse muraille de Chine de Saint-Étienne a été démolie. 35 ans après sa construction, la barre de logement HLM de 250 mètres de long s'est écroulée, foudroyée par 700 kilos d'explosifs. Il est 12h45 et déjà les premières sirènes annoncent le moment fatidique. Le temps est presque idéal au-dessus de Montchauvet. Et puis dans un silence fébrile... Paulina Panasenko, cette muraille de Chine, cette barre HLM à Saint-Étienne, vous l'avez connue, vous avez même assisté à sa destruction. La narratrice en parle d'ailleurs dans le roman. Qu'est-ce que ça représente à vos yeux, cette barre HLM? C'est un peu comme un pont, si j'ose dire, peut-être entre 2 mondes, justement. Une architecture, une vieille architecture soviétique, et puis cette architecture des HLM de l'époque à Saint-Étienne. C'est un immeuble que j'ai connu et que j'ai aimé, même que j'ai vu très souvent pendant de nombreuses années. Et sa destruction était un moment très fort et très émouvant, je pense, pour beaucoup d'habitants de Saint-Étienne, mais pas seulement, puisque c'était la plus grande barre HLM d'Europe et qu'elle avait été construite pour symboliser un avenir meilleur. Et effectivement, dans le roman, c'est un immeuble qui symbolise aussi le passage d'un pays à l'autre. C'est un immeuble immigré. En tout cas, c'est comme ça que la narratrice le perçoit. Et sa destruction, qui est celle d'une muraille, est très difficile à concevoir, puisqu'elle est détruite pour réhabiliter un quartier sensible. Et ça semble assez contradictoire de détruire quelque chose qui est sensible. Ça remonte à 2000, hein. C'était en l'an 2000, cette destruction. Tout de suite, on va passer à nos sujets d'actualité. Pour cela, je vais m'empresser de présenter vos 2 voisins. Bonsoir Armin Arifi. Armin Arifi, vous êtes bien sûr grand reporter franco-iranien au Point. Bienvenue à vous. Et puis, à vos côtés, Juan José Dorado. Bonsoir, correspondant espagnol à Paris. Vous collaborez toujours au groupe de presse La Ririon. Bienvenue à tous les deux. Et tout de suite, nous allons attaquer avec la première actualité, Christian. Cette première actualité, c'est donc le rachat d'un petit oiseau bleu par l'homme le plus riche du monde. Oui, et c'est un rachat qui a fait gazouiller sur la toile. Elon Musk, l'imprévisible Elon Musk, rachète donc Twitter. 238 millions d'usagers actifs pour 44 milliards de dollars. Alors pourquoi tant d'argent pour un réseau social qui est loin de compter le plus grand nombre d'abonnés? Est-ce une chance pour la liberté d'expression? Au contraire, faut-il craindre un déversement de haine, de fake news? Je vous pose la question, Juan José Dorado. Alors, ce n'est pas une chance. Alors, pourquoi? Parce que la première des choses, c'est qu'on oublie que Elon Musk n'est pas un chevalier blanc qui arrive pour défendre l'humanité de l'oppression. Non. C'est un homme d'affaires multimillionnaire et qui a un intérêt aussi bien politique qu'économique dans cette affaire. C'est vrai qu'il parle des libertés d'expression, mais je doute fort qu'avec lui, Twitter soit beaucoup plus engageant qu'il ne l'est aujourd'hui. On sait qu'il y a des dérives du côté de Twitter. Je pense qu'elles vont continuer à augmenter. Donc non, ce n'est pas une chance pour nous, notamment les journalistes qui font de l'information. Parce qu'il va y avoir davantage de fake news que celles qui pullulent déjà sur Internet, parce que Elon Musk lui-même en relaie abondamment. Il parle effectivement que de 5% des comptes qui seraient effectivement des comptes fixes, des faux comptes. Et là, ce qu'on va avoir certainement, c'est un déversement des comptes qui ont été bannis de Twitter et qui vont revenir sur Twitter. Et l'information et la liberté d'expression vont se voir forcément impactées. Mais Armin Arifi, est-ce qu'on ne brosse pas un portrait un peu sombre de la réalité du réseau social qu'est Twitter? Par exemple, on le voit encore en ce moment même, Twitter joue ou essaye de jouer un rôle dans la révolution en cours en Iran, dossier qui vous est cher. Et on voit bien que justement, ce sont les dictatures qui essayent toujours de bâillonner en quelque sorte l'oiseau de Twitter. Tout dépend, à vrai dire, de l'utilisation qu'on en fait. Moi, je me souviens, vous l'avez souligné à juste titre, de l'Iran. Les premières révoltes en Iran en 2009 contre Mahmoud Ahmadinejad, c'est déjà sur Twitter qu'elle se jouait. Au passage, à l'époque, elle avait été éclipsée par la mort de Michael Jackson quelques jours après. Aujourd'hui, on voit que ce réseau social retrouve d'une certaine manière ses lettres de noblesse en étant l'un des principaux organes de diffusion des vidéos qui nous proviennent au quotidien d'Iran, des vidéos
terrible et à la fois tragique et extrêmement encourageante d'un peuple qui se bat contre une théocratie qui a emprisonné tous les journalistes et coupé Internet malgré tout. C'est grâce à ce réseau qu'on continue à s'informer, même si bien sûr il faut essayer de défaire le vrai du faux dans ce réseau social, mais comme dans beaucoup d'autres endroits. Donc ce n'est pas la nature même de Twitter, mais effectivement l'utilisation qui en est faite ou qui peut en être faite, qui peut poser question. Et de ce point de vue-là, Christian, le rachat de Twitter par Elon Musk suscite des réticences du côté de l'Union européenne. Hein. Tout à fait. L'oiseau a été libéré, avait tweeté Elon Musk. D'accord, mais en Europe, il volera selon les règles de l'UE, a aussitôt rétorqué le commissaire européen Thierry Breton. Sur Twitter, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Explication de tweet avec Éric Mamère, porte-parole de la Commission européenne. Ce que le commissaire européen Thierry Breton faisait remarquer, à juste titre, était simplement de rappeler quel est le cadre auquel toute entreprise opérant en Europe doit se conformer. Certaines activités ne sont pas conformes aux règles, réglementations et lois des États membres de l'Union européenne. Armin Arefi, donc on vient de l'entendre, est-ce que l'on peut réguler quelqu'un d'aussi éruptif, d'imprévisible qu'Elon Musk? Est-ce qu'il faut craindre cette concentration du pouvoir que confère Twitter entre les mains d'un seul homme? Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est qu'il y aura moins de monde pour surveiller les agissements des tweetos et, si possible, d'éviter les dérapages. C'est-à-dire moins de modérateurs, vous voulez dire? Il y aura exactement moins de modérateurs, car d'ores et déjà, il y a, je crois, au moins un tiers des employés de Twitter qui vont être virés, licenciés, du jour au lendemain. Donc ça pose un problème, d'autant que, comme vous le disiez, Elon Musk lui-même est un partisan des théories, on va dire, plus ou moins complotistes, comme l'est d'ailleurs l'un de ses mentors, Donald Trump, dont il souhaite le retour sur ce réseau social. Polina Panassenko, comment est-ce que vous regardez, comment l'écrivaine que vous êtes d'une part, et puis la russo-française ou la franco-russe que vous êtes aussi, comme vous le disiez, regardez aujourd'hui Twitter comme une menace potentielle selon les mains qui gèrent justement, qui régulent ce réseau social, ou quand même comme un outil qui permet la libération, l'émancipation de la parole et notamment d'un certain nombre de paroles qui peuvent être entravées par des régimes autoritaires ou dictatoriaux? Moi, je le regarde comme un outil qu'il faut savoir maîtriser, puisque pour que ce soit notre outil, ne soyons pas nous-mêmes l'outil de cette plateforme. Pour ce qui est de la dérégulation, moi j'ai été pendant longtemps abonnée à plusieurs quotidiens et j'ai fini par me désabonner de l'un d'entre eux parce que les commentaires des articles m'étaient insupportables. Donc je ne sais pas si finalement ça va encourager des nouveaux abonnements ou pas. Et Elon Musk m'a l'air très sensible au succès économique de son entreprise. Une dimension commerciale, sûrement, dans cette opération. Peut-être que s'il y en a plus qui se désabonnent, ça... Peut-être une dimension commerciale et politique, parce que c'est quand même la grande question. Que recherche Elon Musk? Est-ce que vous pensez qu'il poursuit des ambitions présidentielles pour des élections futures aux États-Unis? Alors c'est vrai qu'il maintient une relation très particulière avec Donald Trump, donc on pourrait penser qu'il a des ambitions politiques. Il a même présenté un plan de paix pour l'Ukraine. Voilà, donc d'un côté, vous présentez un plan de paix pour l'Ukraine, vous mettez à disposition de l'Ukraine vos satellites, mais vous menacez aussi d'enlever ces satellites et vous coupez l'Internet. Et en même temps, vous faites très attention à ménager la Chine parce que vous avez une entreprise à Shanghai de fabrication des voitures. Donc, c'est pour ça que je disais que d'abord, c'est un homme d'affaires, après peut-être un homme politique, mais il n'est certainement pas un grand homme qui arrive pour sauver le monde justement de la désinformation. Alors, vite sa presse internationale, on va changer justement de région du monde. C'était hier à la une du Wall Street Journal, le retour de Lula, l'ancien président brésilien, de retour au pouvoir, après avoir battu le sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro. Une victoire de justesse à l'issue d'une campagne ultra-violente qui laisse un pays profondément coupé en deux, mais un succès qui semble soulager le monde au vu des réactions de nombreux chefs d'État, de Joe Biden à Emmanuel Macron. Alors, est-ce que la victoire de Lula, Armin Arefi, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le monde et pour ce qu'on appelle aussi le multilatéralisme ?
Oui, c'est clair, là-dessus, il est clair que Jair Bolsonaro s'inscrivait dans les pas de celui qu'on a nommé tout à l'heure, à savoir Donald Trump. Donc c'est une victoire, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, beaucoup de pays, y compris la Russie et son président Vladimir Poutine, ont appelé justement à une amélioration des relations avec ce pays qui était ancré dans un certain isolationnisme au cours des dernières années sous le mandat de Jair Bolsonaro. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est une victoire en demi-teinte, car il a fallu tout de même 2 tours. 2%, soit environ 2 millions de différence sur 156 millions d'électeurs, c'est quand même très peu. Une alliance colossale qui a ratissé très large de l'extrême gauche jusqu'à certains membres de la centre-droit, même droite assez conservatrice pour Lula, pour l'emporter. Donc on sent clairement que, comme aux États-Unis, le bolsonarisme n'est pas terminé et que si il a subi l'échec de son chef Jair Bolsonaro, ses idées sont présentes. Il suffit de voir le Congrès aujourd'hui brésilien qui est aux 2 tiers acquis à la cause de l'extrême droite. Juan José Dorado, en quoi cette élection, justement, elle peut avoir un impact, elle peut nous concerner directement au-delà donc, de la question de politique intérieure brésilienne? Par exemple, il y a évidemment l'enjeu très fort de la déforestation, de la politique qui a été conduite par Bolsonaro. Est-ce qu'on peut attendre, espérer une vraie inflexion sur ce dossier-là? Je pense que sur ce niveau-là, la déforestation de l'Amazonas, il va y avoir des vrais changements avec l'arrivée des Lula. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en même temps, vous l'avez dit, il arrive dans un pays qui est forcément très divisé, à 50-50 pratiquement, et donc il va pas y avoir, il n'aura pas d'état de grâce pour pouvoir travailler. Son discours a été très rassembleur, très apaisant, justement. Ça l'est toujours, mais c'est son 3e mandat quand même. Et c'est vrai qu'en face, les éléments les plus radicaux du bolsonarisme vont certainement lui faire la vie dure. Donc il va changer pour nous les Européens, parce que les enjeux climatiques sont très importants, et l'Amazonas, et du côté du Brésil, une grande partie. Alors Nadia, vous faites décidément un beau métier, parce que quand vous ne passez pas à la télé, vous la regardez. Voilà. Vous regardez la télé avec nous. Vous regardez donc la télé des autres. Et ce soir, on va s'intéresser à la télé indienne et à des films bien particuliers. Ouais, ma télé des autres, c'est un déferlement sur les écrans petits et grands, donc dans un pays qui, on l'oublie souvent, est le plus gros producteur de cinéma au monde. Ce pays, c'est donc l'Inde, vous le disiez. L'Inde qui conçoit, qui fabrique 1000 films par an en moyenne, c'est beaucoup. À titre de comparaison, il y a eu 341 films français en 2021. De ce très prolifique cinéma indien, vous connaissez sûrement, Renaud, le Bollywood. Ce sont ces films qui sont souvent à l'eau de rose, très chorégraphiés. Ma mère et moi, on aime beaucoup. Par exemple, on n'est pas les seuls. Et ben, le Bollywood est mort, en tout cas il n'est pas très en forme. Vive le Tollywood que je vais vous présenter. Tollywood, c'est aussi un mot valise comme Bollywood, Bombay et Hollywood. Il désigne cette fois une industrie du cinéma indien qui est basée, on va le voir sur la carte, basée à Hyderabad, c'est dans le sud-est du pays, plus précisément dans l'état du Telangana. La particularité de ce cinéma, c'est pas la seule, c'est que ces films sont en telugu, c'est la langue locale. Certains aussi sont en tamoul, une langue parlée par 85 millions de personnes dans le monde. Si ces chiffres sont aussi importants, c'est parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas une langue officielle en Inde, mais 22 langues répertoriées dans la Constitution. Ça a quand même de la gueule, comme Tour de Babel. Et le Bollywood, ça aussi c'est important, est toujours en hindi, idiome que 60% des Indiens ne considèrent pas comme leur langue principale, le Tollywood. Donc il vient corriger ces défauts de représentation. Les habitants du Sud, notamment, se voient proposer enfin des films, des fictions dans leur propre langue, c'est-à-dire celles qu'ils parlent à la maison et avec leur famille. Ce n'est pas le seul ingrédient du succès phénoménal du Tollywood. Il propose aussi un autre récit qui est peut-être plus en adéquation, vous allez le voir, avec les préoccupations du public en 2022. C'est moins hors sol, c'est aussi moins cliché, parce que dans les Bollywood, les personnages sont très très riches, ils ne sont pas débordés par le boulot. Dans la vraie vie, 54% de la population indienne vit avec moins de 1,35 $ par jour. Dans le Bollywood, toujours, les personnages vivent toujours ou presque dans des grandes villes. Ils vivent à Mumbai, ils vivent à New Delhi, ils vivent à Jaipur, alors que 70% de la population est rurale. Donc le Tollywood, il vient corriger tous ces biais. Il garde quand même, rassurez-vous, un élément essentiel, la baston.
Un drame psychologique comme je disais. Très profond. Oui, parce que les fondamentaux sont quand même toujours là. Il y a des ralentis, il y a des brises dans les cheveux, il y a beaucoup de garçons torse nu. Là, on vient de voir la bande-annonce d'un film qui a fait un carton total, 160 millions de dollars de recettes mondiales. Il s'est classé également pendant 9 semaines consécutives parmi le top 10 des films Netflix dans 62 pays différents. Malheureusement, il n'est pas diffusé sur le Netflix français. Ça suffit pas totalement à décrire l'accueil qui est fait au Hollywood. Courrier International raconte dans un papier passionnant que dans le sud de l'Inde, certaines entreprises accordent un congé spécial à leurs salariés pour qu'ils puissent aller dans les salles, parce que de toute façon, ils ne venaient pas travailler. Il y a des fanfares également qui s'installent devant les cinémas et les acteurs sont vénérés comme des divinités. Le Tollywood, c'est Veri Vijayam, c'est un succès fou en Telugu, vous voyez, j'ai révisé. Paulina Panasenko, vous qui vous intéressez à la langue, est-ce que vous comprenez ce phénomène-là des gens, des groupes, des communautés, des minorités qui ont envie de se voir et surtout de s'entendre quand ils regardent la télévision? Cette question fondamentale de la représentation, se savoir et se sentir représenté. Oui, je trouve ça intéressant qu'il tourne désormais des films dans les langues régionales. Mais alors, ce qui est étonnant pour moi, c'est que j'ai l'impression que les films sont très différents justement de Bollywood. Alors, je me demande si ce succès est garanti par cette langue, ce changement de langue, ou plutôt par le contenu. Et... Peut-être les deux, ouais, en effet. C'est un autre récit et d'autres langues. Mais en tout cas, dans ce que vous dites, moi, je crois que j'aurais plus envie de voir les fêtes organisées autour de la sortie que le film lui-même. Les fanfares et les congés spéciaux, c'est vrai. Ça doit être bien aussi, vous avez raison. On va passer à une autre actualité de la semaine. Christian, cette autre actualité, c'est donc la COP27 qui s'ouvre dimanche en Égypte. Oui, de 27. Avant cette COP, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, tente de sortir les grands de ce monde d'une forme de léthargie planétaire face au dérèglement climatique. Écoutez ces mots qui sont très, très alarmistes. Avec les politiques actuelles, le monde se dirige vers un réchauffement global de 2,8 degrés d'ici à la fin du siècle. En d'autres termes, nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale. Notre monde ne peut plus se permettre de greenwashing, d'imposteurs ou de retardataires. Les engagements climatiques mondiaux et nationaux sont lamentablement insuffisants. Alors, vu le contexte actuel, est-ce que ce cri d'alarme d'Antonio Guterres a des chances d'être entendu? Les grands de ce monde, ils ont d'autres fers au feu, des urgences du type crise énergétique, guerre en Ukraine, menaces nucléaires, inflation. Est-ce que vraiment, sur cette question du long terme du réchauffement climatique, même si on peut dire que c'est aujourd'hui, est-ce que vraiment vous pensez qu'il va y avoir une sorte de ralliement de la communauté internationale à ce propos pour cette COP27? Je pense qu'il va être entendu, mais pas autant le cri d'alarme qui est donné par l'ONU, mais le fait effectivement, comme vous l'avez cité, qu'on est dans un contexte géopolitique très particulier, qu'il y a la guerre en Ukraine, et c'est ça en fait qui va faire tout simplement qu'on va pousser un peu plus loin ce qu'on avait prévu déjà en 2015 et qu'on n'a pas du tout respecté quand on est en 2022. Donc c'est plutôt ça. Alors, ça va forcément aider dans le développement des politiques qui sont celles qui étaient un peu arrêtées depuis quelques années. Mais au-delà de ça, le fait d'appeler à la COP27 dans quelques jours va peut-être pousser un tout petit peu. Mais attention, ne croyons pas, tout ce qui s'est dit en 2015 peut se répéter en 2022 et pas forcément va être vrai. Armin Arifi, mais vous pensez, comme le laisse entendre Juan Dorado, que effectivement c'est peut-être les conséquences, et notamment les conséquences en termes d'inflation, de prix, de crise énergétique liées à la guerre en Ukraine, qui peuvent peut-être plus nous pousser à nous convertir à une forme de sobriété énergétique, justement, que simplement le civisme et l'alerte climatique? Sur le court terme, on n'y est pas du tout. Parce que la pénurie de gaz, notamment de gaz importé de Russie, suite à cette crise de la guerre en Ukraine, fait qu'on se retourne aujourd'hui vers certaines énergies fossiles comme le charbon qui sont extrêmement polluantes. Donc sur le court terme, on n'y est pas du tout. D'ailleurs, d'après les chiffres donnés par l'Agence internationale de l'énergie, on prévoyait lors de la COP 21 à Paris de diminuer de 45% nos émissions de CO2. Aujourd'hui, on en est à plus 10, voire plus 14% d'ici 2030. Voici aujourd'hui les estimations. Maintenant, sur le plus long terme, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de renforcer, c'est ce que disait mon voisin, de renforcer le recours aux énergies renouvelables, à savoir qu'on va atteindre un pic en termes d'utilisation du charbon au cours des prochaines années. Pour le pétrole, c'est 2030. Pour le gaz, c'est également autour de 2030, mais qu'on va
accélérer justement vers les énergies renouvelables et peu polluantes. Donc, d'une certaine manière, le conflit en Ukraine nous fait rendre compte de façon plus fondamentale et plus rapide des changements qui vont se produire. Pour résumer, Vladimir Poutine, peut-être paradoxalement, a fait plus pour lutter contre le réchauffement climatique que tout l'ensemble de cette litanie de COP dont on parle régulièrement. Ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, notamment l'Europe avance à chaque fois parce qu'il y a une crise, parce qu'on est obligé d'avancer. Donc effectivement, on pourrait remercier Vladimir Poutine, mais encore une fois, à court terme, c'est vrai qu'on les comptes n'est pas là, donc va falloir attendre. Est-ce qu'on doit attendre beaucoup de ce qui va se passer en Égypte? Je ne le pense pas, sincèrement. Par contre, ce qui est certain, c'est que notamment en Europe, il y a beaucoup de pays qui commencent effectivement à avoir un mix énergétique avec une production électrique en énergie renouvelable très importante, parfois pratiquement à 50%. Et Paulina Panasenko, un des autres enjeux de cette COP27 qui s'ouvre en fin de semaine, c'est l'aide que peuvent apporter les pays développés pour aider les pays pauvres justement à atteindre, à participer de cette transition. Et on sait qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas. Il y avait un engagement qui remonte à 2009, qui était de l'ordre de 100 milliards que les pays du Nord devaient verser aux pays du Sud. On en est loin encore. Cette question-là, et ces grands raouts, ces grands messes, vous pensez qu'elles peuvent avoir une utilité dans la prise de conscience et dans ces choix de politique publique quasi planétaires? Ou est-ce que finalement, comme même Greta Thunberg n'y va pas, est-ce que vous aussi, vous commencez à désespérer? Moi, je n'ai pas l'impression qu'on manque de prise de conscience. J'ai plutôt le sentiment qu'on manque d'application. Et toutes ces... même avant que ce sommet n'ait lieu, on est déjà en train de parler, anticiper à quel point ce sera décevant, qui n'ira pas plutôt que qui ira. Et tout est pris par la négative. Et je crois que malheureusement, oui, moi, je ne pense pas avoir beaucoup plus d'attentes. C'est une absence de volonté politique ? Eh bien, je crois que ça se joue aussi encore dans des mots, puisqu'il me semble que l'accord de Paris jouait sur le terme « shall », should, et que la ratification avait été mise en péril par le fait qu'on allait utiliser le mot doivent plutôt que devraient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une exigence de résultat, les pays étaient prêts à se retirer, notamment les États-Unis. Donc, à partir de là, le problème, je crois, n'est pas dans la prise de conscience, mais plutôt dans la volonté d'application. Parce que aussi l'obligation de résultat génère des sanctions qui ne sont peut-être pas effectivement décidées aujourd'hui, qu'on ne peut pas mettre en œuvre à l'endroit de ceux qui ne se conforment pas à ces résultats. C'est l'enjeu de l'accord de Paris. Et des contraintes, c'est-à-dire qu'il faut pas seulement se réunir, mais appliquer ce qu'on raconte aux réunions. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus débattre sur ce plateau, Juan José Dorado et Armin Arifi.